Alors, tout est en place maintenant pour notre dernière conférence de la journée. Je voudrais simplement dire quelques mots au sujet de notre dernier conférencier, et non le moindre, le sous-ministre Alain Veilleux. En parcourant la biographie d'Alain Veilleux, j'ai noté, tout comme vous, sa brillante carrière de plus de 25 ans au ministère de l'Éducation, carrière qui se poursuit toujours. Il a œuvré dans des secteurs aussi différents que la formation professionnelle et technique, l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et secondaire. Pour ajouter à cette vue d'ensemble du ministère de l'Éducation, il s'est vu confier par le sous-ministre au début de l'année 2000 la responsabilité de la planification stratégique du ministère. À n'en pas douter, c'est une feuille de route bien remplie. L'autre élément qui m'a frappé est le fait qu'Alain Veilleux a d'abord été enseignant. Un métier ô combien important s'il en est un pour l'avenir du Québec. Depuis 2008, Alain Veilleux est sous-ministre adjoint à l'éducation préscolaire, à l'enseignement primaire et secondaire et responsable des régions. Ça fait quelques chapeaux. À ce titre et de par ses expériences passées, il est particulièrement bien placé pour nous parler du projet École 2.0. Mesdames et messieurs, Alain Veilleux. Je vous remercie, M. Vanier. En fin de journée comme ça, pas toujours facile d'intervenir. On a la journée dans le corps, comme on dit. On a fait beaucoup de choses. Et puis, on a toujours hâte un peu de voir la fin arriver. Mais je vais essayer de relever le défi en tentant d'être le plus intéressant possible. Vous avez entendu parler de technique aujourd'hui. Vous avez entendu parler de dimension légale. Mon propos va être un peu différent de tout ça. J'aurai un propos qui va venir expliquer davantage, et c'est ce qu'on m'a demandé de faire, de vous présenter un peu la vision que nous avons au ministère de l'Éducation. Et il faut que je l'ajoute, du loisir et du sport, parce que c'est vrai que c'est du sport y travailler de temps en temps. De vous présenter cette vision que nous avons, d'où elle part, quels en sont les fondements, quelle en est la base. J'ai une équipe extraordinaire qui travaille avec moi sur cette question-là. J'ai François qui est ici, François Guité qui est ici avec moi aujourd'hui, Chantal Rio et Amine qui n'ont pas pu être présents. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est vraiment dans l'École 2.0 qu'on le fait. Alors pour tous ceux ici qui sont sur Twitter, c'est le temps de les ouvrir, de communiquer au fur et à mesure ce que vous voulez communiquer aux membres de Twitter. La technologie est rendue là. Je l'ai appris la semaine dernière. J'ai fait une intervention et 5 minutes après, ça circulait sur Twitter et voici ce qu'Alain Veilleux vient de dire, etc., etc. Alors, je me suis préparé à ça aujourd'hui, puis je sais que je suis avec des gens qui sont convaincus par l'informatique et qui sont convaincus par les nouvelles technologies. Je veux vous dire aussi que mon propos, je vais le situer par rapport à un ensemble qui est celle des écoles primaires et secondaires. Je veux le dire parce que c'est non seulement parce que c'est là que je travaille, mais notre préoccupation première, c'est l'école, c'est la classe, c'est la relation enseignant-élève, c'est la base de notre réflexion et l'École 2.0, on l'a située dans cette perspective-là. Elle va s'étendre, elle va influencer le reste du parcours de l'élève. Mais dans mon propos ici, je vais vous dire que c'est la base de notre réflexion. Et une réflexion qui, comme les technologies, est en progression, est en mouvance. Alors, les propos que je vais tenir vont probablement évoluer très rapidement, eux autres aussi, au cours des prochaines années avec l'évolution de la technologie. Donc, depuis une quinzaine d'années, ici comme ailleurs, des réunions comme celle-ci se multiplient au sujet du numérique. Un exemple récent. C'est au mois de juin 2008 à Séoul. Les pays de l'OCDE ont signé une déclaration commune sur l'avenir de l'économie Internet. Parmi la dizaine d'interventions convenues à Séoul, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'éducation était interpellée.
Et cette déclaration mentionne le développement des compétences numériques des citoyens. Le plan d'action qui s'intitule l'École 2.0, une classe ou la classe branchée, s'inscrit dans ce mouvement. En matière de budget, on parle d'une enveloppe d'au-delà de 200 millions de dollars, 240 millions pour être plus précis. En matière d'objectifs, c'est un plan encore plus ambitieux que son enveloppe. Voilà pourquoi j'aimerais consacrer la plus grande partie de l'allocution de ce soir à la question du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce plan? Quel est au fond l'intérêt pour le million d'élèves que nous avons pour mission d'instruire, de socialiser et de qualifier? La deuxième partie sera consacrée à la question du quoi. De quoi parle-t-on au juste quand il est question de l'école 2.0? Ça fait glamour, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme contenu? Quelle est la vision qui nous anime au ministère? Et pour finir, la troisième partie sera consacrée à la question du comment. Quelles sont les actions que le ministère entend mener pour réaliser cette vision? Quels axes d'intervention prioriser? Voilà sommairement le menu que je vous propose en cette fin de journée avant d'avoir un autre menu lors de notre cocktail. Je commence par l'entrée en matière, le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi ce plan? Un premier élément de réponse se trouve dans un passage d'une vingtaine de mots qui apparaissent dans le programme de formation de l'École québécoise. Ces 20 mots, les voici. Ces visées devraient permettre de préparer les citoyens de demain à mieux relever les défis auxquels ils devront faire face. Je répète, préparer les citoyens de demain à mieux relever les défis auxquels ils devront faire face. Je ne sais pas quels défis auxquels les citoyens de demain devront faire face. Un élève qui débute son préscolaire cet automne, pensez-y, va décrocher son diplôme d'études secondaires dans les temps normaux en 2024. Et si cet élève continue jusqu'à la fin de l'université, il va décrocher un diplôme universitaire au plus tard, et peut-être même un peu plus tard que 2030. Est-ce que quelqu'un ici est capable de nous dire de quoi sera fait 2024 ou 2030? Est-ce que dans cette salle, quelqu'un peut nous dire avec un minimum de détails quels seront les défis qui attendent nos finissants de 2024 ou de 2030? Il y a quelques années, peu de gens pouvaient anticiper la naissance de Wikipédia, celle des médias sociaux et encore moins l'évolution du marché du travail. En 2011, si un conférencier vous dit quelque chose qui vous questionne, vous pourrez discrètement dégainer votre téléphone intelligent pour en savoir un peu plus. Si vous venez de consulter votre téléphone intelligent, vous savez que la vingtaine de mots que je viens de vous citer a été publiée un trimestre avant la naissance de Wikipédia. La croissance de Wikipédia aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une encyclopédie papier à toutes les 40 heures. Pensons-y un instant. Surtout si on a encore une édition papier à quelque part dans notre sous-sol qui traîne. Remarquez bien, nous n'avons pas inventé le travail collaboratif. Les encyclopédies papier, après tout, étaient rédigées par un collectif d'experts dont on colligeait les textes. Non, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des dizaines, voire des milliers de simples citoyens qui peuvent coécrire le même chapitre de Wikipédia. Et le résultat est étonnamment fiable si on se fie à des comparaisons scientifiques récentes qui ont été faites. L'école de demain devra prendre acte de ces outils. Je disais il y a quelques instants de ne pas savoir ce qui attend nos finissants de 2024. Tout comme en l'an 2000, les gens ne pouvaient pas imaginer de quoi serait fait 2011. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est d'analyser notre présent en vue d'anticiper les tendances. Et il y a une première tendance qui me saute aux yeux. Une tendance qui touche au premier volet de la mission de l'École québécoise,
soit la mission d'instruction. Prenons par exemple un cours de géographie. Lorsque je fréquentais l'école, Trois-Rivières était le cœur industriel du Québec. Lorsque je fréquentais l'école et qu'on abordait un nouveau pays, par exemple, on avait souvent pour tâche de faire une recherche documentaire sur la capitale d'un pays, son climat, sa langue, les us et coutumes, les principales industries. Aujourd'hui, ces données sont disponibles dans les secondes qui suivent la consigne du prof. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les technologies de l'information viennent modifier notre rapport au savoir. Je vous rappelle comment le programme définit la mission d'instruction. Tout établissement scolaire a comme première responsabilité la formation de l'esprit de chaque élève. Même si l'école ne constitue pas le seul lieu d'apprentissage de l'enfant, elle joue un rôle irremplaçable en ce qui a trait au développement intellectuel et à l'acquisition de connaissances. Il y a là deux affirmations qui n'ont pas pris une ride en 11 ans et qui sont encore plus vraies et qui seront encore plus vraies en 2024. L'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage. Elle joue un rôle irremplaçable en ce qui a trait à l'acquisition des connaissances. Lorsque jadis, nous avions pour tâche de faire une recherche documentaire sur la capitale, les habitants, le climat et ainsi de suite, nous pouvions nous asseoir devant une encyclopédie et en extraire les informations pertinentes. Pour faire image, c'est comme si l'encyclopédie papier était le carafon et ma tâche consistait à me verser un verre d'eau. Aujourd'hui, si je googlais l'article de Wikipédia sur un pays donné, pratiquement chacun des mots est lui-même cliquable. Ce n'est plus un carafon qui est posé devant nos élèves, mais une rivière entière. Avouez que ce n'est pas facile de se verser un verre d'eau dans de telles circonstances. Et demain, qu'est-ce qui les attend? On est tenté d'imiter Bernard de Rome, et si la tendance se maintient, est-ce qu'il faudra imaginer nos élèves un verre à la main, mais au pied des chutes Niagara? Difficile à dire, mais chose est sûre, l'école de demain sera de moins en moins le seul dépositaire des connaissances, mais de plus en plus son rôle sera irremplaçable pour le traitement intelligent des connaissances. Notez que je parle d'élèves depuis tout à l'heure, comme si nous autres, adultes, avions fini d'apprendre. Retournez voir vos cartes géographiques dans vos livres d'école. Ces cartes sont méconnaissables. Cela est vrai dans bien des sphères de connaissances. L'apprentissage se poursuit tout au long de la vie d'adulte et cet apprentissage passe de plus en plus par des contenus numériques. Et ce matin, quelqu'un nous parlait des besoins que nous aurions en termes de large bande passante. Si ma lecture est bonne, si mes informations sont bonnes, à cet égard, au Québec, nous sommes au rendez-vous et nous avons pris le rendez-vous relativement à ces équipements. Avant de clore ce premier volet de notre mission, le volet instruire, je voudrais ajouter 2 mots sur le bénéfice des technologies. La recherche scientifique nous en indique 2 très importants. Le premier, et il en était question énormément la semaine dernière et depuis quelques mois, c'est la motivation scolaire. Un lien qui ne surprendra personne. Si vous êtes un jeune natif du numérique, un jeune qui a grandi dans l'univers technologique, on peut comprendre votre attrait pour une école qui intègre l'univers numérique. On peut comprendre que l'école devient plus signifiante, plus branchée sur votre réalité. Le second bénéfice touche les élèves les plus fragiles face à la réussite et à la persévérance. Et là encore, le lien ne surprendra personne. Si vous avez de la difficulté à suivre les explications générales au tableau, si par la suite vous avez accès à des outils technologiques, comme certains tutoriels par exemple, des tutoriels qui personnalisent les explications,
qui vous prennent là où vous êtes, qui ajustent les exemples et qui vous mènent pas à pas vers des notions plus complexes, on peut comprendre ce lien entre l'éthique et la réussite des élèves en difficulté. Je récapitule, je suis un peu pédagogue, hein, pour répéter, c'est pédagogique. Si je me mets à radoter, bien là, vous lèverez la main, puis je vais arrêter. Mais si je récapitule, pourquoi ce plan intitulé l'École 2.0, la classe branchée? Pour préparer les citoyens de demain pour mieux relever les défis auxquels ils devront faire face. J'ai précisé que malgré les difficultés à nommer clairement les défis qui attendent nos élèves en 2024 ou en 2030, nous avions le devoir d'analyser le présent afin d'en dégager des tendances fortes. J'ai proposé d'analyser ces tendances à la lumière de 3 volets de la mission de l'École québécoise et une première tendance forte concerne notre mission d'instruction. Grâce aux technologies de l'information, nous avons le devoir d'apprendre à nos élèves à les utiliser avec discernement, afin de traiter la surabondance d'informations qui nous engloutit tous. Voilà un début de réponse à la question du pourquoi. Quelques mots à présent à propos du volet socialisé. Retournons à ce même passage du programme de formation, le passage qui énonçait les visées qui devraient permettre de préparer les citoyens de demain à mieux relever les défis auxquels ils devront faire face. Encore là, si vous avez consulté votre téléphone intelligent, vous aurez noté que cet énoncé, pourtant récent, a été publié 4 ans avant la naissance des médias sociaux. Vous aurez compris qu'il ne s'agit pas d'enseigner à nos élèves comment tenir une page Facebook. Et si ça se trouve, en tout cas c'est mon cas, ce sont eux qui vont nous montrer comment tenir la nôtre. Mais devant l'omniprésence des médias sociaux dans la vie de nos jeunes, nous avons le devoir de réfléchir au volet socialisé de notre mission. Retournons à la définition de ce volet dans le programme de formation de l'École québécoise. L'École joue un rôle d'agent de cohésion en contribuant à l'apprentissage du vivre ensemble et au développement d'un sentiment d'appartenance à la collectivité. Il lui incombe donc de transmettre le patrimoine des savoirs communs, de promouvoir les valeurs à la base de sa démocratie et de préparer les jeunes à devenir des citoyens responsables. Elle doit également chercher à prévenir en son sein les risques d'exclusion qui compromettent l'avenir de trop de jeunes. Il y a là 3 affirmations qui n'ont pas pris un ride en 11 ans et qui seront encore plus vraies en 2024. L'École joue un rôle d'agent de cohésion en contribuant à l'apprentissage du vivre ensemble. Il lui incombe de transmettre le patrimoine des savoirs communs et elle doit chercher à prévenir les risques d'exclusion. Ceux qui sont de ma génération se souviennent d'un temps pas si lointain où les enseignants, grosso modo, savaient ce que leurs élèves vivaient en dehors des heures de la classe. Après l'école, les élèves regardaient le 2 ou le 10, comme on disait. Au souper, les familles avaient des repas à peu près similaires. Aujourd'hui, le vivre ensemble pose de nouveaux défis, notamment en raison de l'univers numérique, ou plutôt des multiples sous-univers numériques. Ces mini-mondes dans lesquels vivent nos élèves, entre le moment où ils quittent l'école en fin d'après-midi et le lendemain matin où ils reviennent. Il y a une expression de plus en plus populaire qui décrit nos élèves comme des natifs de cet univers numérique. Et nous, les éducateurs, comme des immigrants de cet univers. Mais si vous êtes à l'aise dans cet univers, il paraît que nous parlons avec un accent que les jeunes natifs détectent dès que nous ouvrons la bouche. Aujourd'hui, le vivre ensemble se pose surtout sur le plan des cultures diverses. Demain, il faudra ajouter une autre dimension par-dessus les diverses cultures connues. Il faudra ajouter celle des cultures virtuelles du numérique.
Ce qui m'amène à la seconde affirmation. Il incombe à l'école de transmettre le patrimoine des savoirs communs. Mais aujourd'hui, et surtout demain, où se trouve notre patrimoine de savoirs communs? Peut-on même parler de patrimoine comme si c'était nous, les adultes, qui passions des savoirs à nos enfants et pas l'inverse? Ce qui me fait penser à une prédiction qui se trouve dans un livre publié en 1970. Un livre qui porte justement sur le fossé entre les générations. La célèbre anthropologue américaine Margaret Mead notait en effet que pendant des siècles et des siècles, les enfants ont appris de leurs aînés. Pendant des siècles et des siècles, le changement était si lent qu'un grand-père qui regardait sa petite-fille ramper pouvait anticiper le moindre détail de la vie qui l'attendait. Ce grand-père avait donc beaucoup à lui apprendre. C'est comme ça que Margaret Mead explique comment les générations se sont relayées. Les enfants apprenaient beaucoup de leurs aînés et ce savoir, ils le relayaient en quasi-totalité à leurs enfants à eux. À la fin du 20e siècle, Margaret Mead observait l'aboutissement d'un grand changement. Les enfants apprennent de plus en plus de leur père. Le changement social est alors suffisamment rapide pour que l'apprentissage par les pairs vienne compléter la transmission générationnelle. C'est le monde dans lequel nous avons grandi, c'est le monde qui nous est familier. Ce que nous transmettons à nos enfants est incomplet, on le sent bien. Et on soupçonne dans la cour d'école, dans le parc à côté de la maison, au téléphone et de plus en plus dans les médias sociaux, nos enfants viennent à compléter les savoirs que nous leur transmettons. Mais là où Margaret Mead s'est montrée visionnaire, et je vous rappelle qu'elle écrivait en 1970, c'est quand elle anticipait la venue d'un troisième cas de figure. Un cas où ce sont les aînés qui auraient besoin de leurs petits-enfants pour naviguer dans la complexité ambiante. Margaret Mead parle alors d'une culture dans laquelle ce sont les petits-enfants qui expliquent à leurs aînés comment comprendre les expériences que les aînés n'ont jamais vécues. Elle était visionnaire en 1970. Il y a un autre texte, plus près de nous, qui s'est montré visionnaire. Je vais vous en lire un court extrait et je vous demanderai de deviner la source. C'est un texte qui parle de l'école de demain. Voici l'extrait. C'est une école où le maître ne se tiendra plus constamment à sa tribune, mais participera aux recherches en équipe. Les relations du maître et de l'élève et l'atmosphère de l'école seront modifiées. L'école, se donnant pour mission d'habituer les élèves à apprendre, à comprendre, à travailler, verra le maître en train lui aussi de chercher la solution à un problème qui lui a été posé. Beaucoup plus souvent qu'en train de transmettre des connaissances livresques. Et le maître sera ainsi à son tour une sorte d'élève. Il apprendra de ses écoliers bien des choses. Et je le répète, le maître sera à son tour une sorte d'élève. Savez-vous d'où vient cet extrait? Il vient du volume 3 du rapport parent. Oui, le rapport parent. Ceux qui viennent de dégainer leur téléphone intelligent vont trouver ce passage à la page 27. Ce passage a été écrit 6 ans avant le premier atterrissage sur la Lune, 7 ans avant la prédiction de Margaret Mead, et si le passage était vrai en 1963, imaginez maintenant en 2024. En 1970, et même à la fin du 20e siècle, l'inclusion se mesurait principalement à sa capacité à lire, écrire et compter, ce qui est toujours aussi fondamental. On risquait l'exclusion si on était illettré. Aujourd'hui, le concept d'illettrisme est abandonné. Aujourd'hui, ce n'est pas tranché au couteau. On est soit lettré, soit illettré.
Aujourd'hui, on parle de degré de littératie. En 2000, un rapport de l'OCDE définissait la littératie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Pour les fins de ma présentation depuis le début, je traite isolément le volet instruction du volet socialisation. Ici, on le voit bien que les deux volets sont intimement liés. Vous risquez l'exclusion si vous avez de la difficulté à comprendre l'information écrite dans la vie courante, à commencer par l'information livrée dans des machines. Vous risquez l'exclusion si vous avez de la difficulté à utiliser cette information. Et vous risquez l'exclusion si, à la maison, au travail, dans la collectivité, votre malaise avec la technologie vous empêche d'atteindre des buts personnels et d'étendre vos connaissances et vos capacités. Pourquoi le plan intitulé L'École 2.0, la classe branchée? Le plan, la réponse en gros, c'est pour préparer les citoyens de demain à mieux relever les défis auxquels ils devront faire face. J'ai proposé d'analyser 3 tendances. Une première tendance forte concerne notre mission d'instruction. L'éthique change complètement notre rapport au savoir. Une seconde tendance forte concerne notre mission de socialisation. L'éthique change profondément notre rapport aux autres. Il reste une troisième tendance liée au troisième volet de notre mission, la qualification. Et vous avez sans doute entendu un jour une citation qui frappe l'imagination. Nous devons préparer nos élèves pour des métiers qui n'existent pas encore, en vue d'utiliser des technologies qui n'ont pas encore été inventées, afin de résoudre des problèmes qui ne sont pas encore reconnus comme étant des problèmes. C'est une réflexion qui frappe l'imagination parce qu'elle nous ramène à la toute première difficulté que je nommais au début, la difficulté d'imaginer les défis qui attendent nos finissants de 2024 ou de 2030. Voilà donc au total le pourquoi de l'École 2.0. L'École québécoise a pour mission d'instruire, de socialiser et de qualifier. Quant aux technologies de l'information et de la communication, elles viennent modifier ce qu'instruire veut dire, ce que socialiser veut dire et ce que qualifier veut dire. L'École 2.0 est donc une réponse à ces changements. Ce qui m'amène au second volet, la question du quoi. Qu'est-ce au juste que cette École 2.0? Quelle est notre vision pour cette école de demain? Je commence tout de suite par ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une école où les écrans auront chassé les livres. Il y a presque 100 ans, en 1913 pour être précis, j'étais à peine né, Thomas Edison, l'inventeur le plus prolifique de toute l'histoire, faisait une prédiction dans ce sens-là. Je le cite. « Les livres seront bientôt superflus dans nos écoles. Il est aujourd'hui possible d'enseigner chaque matière scolaire grâce aux images animées. Notre système scolaire sera méconnaissable dans 100 ans. » Edison, qui a inventé la caméra cinématographique, est mort 18 ans plus tard. L'histoire ne dit pas s'il s'est rétracté. Alors, je serai plus prudent que lui. Quelle est notre vision pour cette école de demain? 3 indicateurs retiennent notre attention. L'accès, l'intégration pédagogique et les apprentissages signifiants pour nos élèves. L'École 2.0 se réalisera lorsque nous serons capables de répondre « oui » à chacune des 3 questions que vous voyez apparaître à l'écran. Est-ce que l'élève et l'enseignant ont accès aux TIC? Est-ce que les enseignants intègrent les TIC de façon pédagogique? Est-ce que l'élève, et j'oserais dire l'un et l'autre, l'élève et l'enseignant, s'en servent efficacement pour réussir dans notre époque, pour réussir à se préparer comme élève dans notre époque? Si oui, nous aurons alors réalisé notre vision de l'École 2.0. Quelques mots pour expliquer cette vision. Dès la première question, nous voyons apparaître l'enjeu de l'accessibilité. Il faut comprendre cet accès de 2 manières. Une accessibilité à la technologie, ce que j'appelle souvent les bidules, des bidules de qualité.
une accessibilité à des ressources et à du contenu numérique de qualité. Dès la seconde question, vous voyez apparaître ce qui, à mes yeux, est notre principale leçon des dernières années. À la suite des autres grands investissements technologiques que nous avons budgétés dans le monde scolaire. Cette leçon se résume à ceci. Le nerf de la guerre, c'est l'humain. C'est la compétence des professionnels qui manipulent ces technologies depuis 15 ans, c'est-à-dire depuis les premiers investissements massifs du ministère. Le défi récurrent demeure celui de l'utilisation des TIC, afin que les élèves apprennent plus et mieux. Ce qui m'amène à un autre enjeu, celui de la sécurité et de l'efficience des environnements numériques de travail. Je vous donne un exemple pour faire bref. Vous êtes prof de géographie et un jour, en début d'année scolaire, vous amenez votre groupe d'élèves au laboratoire d'informatique. Vous y arrivez avec plein d'enthousiasme et plein de projets. Vous vous êtes minutieusement préparé, jusqu'aux petites heures du matin même parfois, mais dès les premières minutes, les pépins pleuvent. Le parc technologique n'est pas fiable. Quant au contenu, vos élèves se font happer dans des endroits que vous n'aviez pas prévus. Je vous parlais d'une rivière tout à l'heure, lorsque je contrastais le web avec une bibliothèque traditionnelle. Si vous confiez un verre à chacun de vos élèves et qu'au bord de la rivière, certains d'entre eux sont emportés par des courants dangereux, je peux comprendre que vous espaciez vos visites au laboratoire, pour ne pas dire vos expéditions à la rivière. Je peux comprendre que vous décidiez de rester bien au sec. Quoique sur le bord d'une rivière, pour pêcher le saumon, ça peut être intéressant. Mais je peux comprendre que vous décidiez de rester bien au sec dans un univers dont vous pouvez maîtriser et contrôler les paramètres. Autrement dit, ce n'est pas simplement un problème de formation et d'accompagnement des professionnels de l'éducation, c'est aussi un problème de sécurisation de l'espace de travail. Que cet espace de travail soit réel ou virtuel, il est essentiel de fournir des environnements sécurisés. C'est aussi un problème d'efficience. Ici aussi, que le matériel pédagogique soit tangible ou virtuel, il est essentiel qu'on puisse en tirer le maximum de bénéfices pour les élèves, au moindre effort possible. S'il est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'humain, ou plutôt un humain placé dans des conditions facilitantes, il faut aussi ajouter que c'est surtout un humain inscrit dans un réseau d'expertise, un réseau de partage, un réseau où l'on n'est pas tout seul devant les défis immenses. Et ce réseau, il faut le comprendre plus largement, ce n'est plus des machines isolées qu'on met entre les mains des élèves, considérées un à un, c'est un réseau au sens fort du terme. C'est un réseau qui, au minimum, commence dans la classe et qui progressivement s'étendra à toute l'école et pourra même la dépasser. Et notre vision, je le répète, c'est celle de la classe. Le système d'éducation est construit à partir de communautés, et ces communautés, c'est celle d'élèves dans une classe avec un enseignant ou une enseignante. Voilà donc sommairement notre vision du quoi. Voilà notre lecture des principaux enjeux en ce qui concerne l'École 2.0, et il ne me reste à vous parler que de la troisième et dernière partie, le comment, et qui sera assez brève. Quelles sont les actions que le ministère entend mener afin de réaliser cette vision? Quels sont les axes d'intervention que nous comptons prioriser? Quand on observe les actions tentées chez nous dans le passé, mais aussi un peu partout dans le monde, on remarque que pratiquement tous les plans d'action ont fait le même pari. Tous semblent avoir misé d'abord et avant tout sur l'accès des technologies aux élèves. Tous semblent avoir tenu le raisonnement suivant. Si on met des machines à la disposition des élèves, alors la classe, puis l'école se mettront au diapason. L'expérience passée nous montre que ça ne se passe pas nécessairement comme ça. L'expérience passée nous enseigne 3 leçons. 1, l'équipement, ce n'est pas seulement entre les mains des élèves qu'il faut le placer, c'est aussi dans la
classe et entre les mains de leurs enseignants. Il s'agira notamment de faciliter le travail collaboratif à l'intérieur et à l'extérieur des murs de la classe. D'où les tableaux blancs interactifs et les portables que nous allons mettre à la disposition des enseignants. 2, le contenu numérique. C'est au moins aussi important que le contenant. Ça prend des contenus numériques variés, interactifs, de grande qualité. Des travaux liés au développement du contenu numérique s'amorcent ici et là d'ailleurs. 3, le nerf de la guerre, je l'ai dit, c'est un personnel à l'aise avec l'un et avec l'autre, qui a été capable de s'apprivoiser, qui a perdu la peur de la machine. C'est un personnel à l'aise avec l'intégration d'éthique, aux fins d'apprentissage riche et signifiant. Un personnel formé. Une offre de formation est en préparation pour répondre à la variété des besoins qui nous sont signifiés. À titre d'exemple, on va bientôt dévoiler un site Internet qui invite la communauté de pratique, des enseignants à partager des coups de cœur, à questionner leurs pratiques, à soumettre des défis. Je dois aussi mentionner que des capsules de formation, aussi bien synchrones qu'asynchrones, vont être disponibles. Alors, voilà sommairement nos 3 axes d'intervention. Et je les récapitule une dernière fois. Après avoir examiné le pourquoi sous l'angle des 3 volets de notre mission, j'ai dit quelques mots sur notre vision de l'école de zéro. J'ai esquissé comment, en évoquant nos 3 axes d'intervention, excusez-moi, 3 axes distincts mais complémentaires. Les 2 premiers, c'est-à-dire les équipements et les contenus, doivent être parfaitement intégrés. Ces 2 premiers axes, un peu comme la base de la pyramide de Maslow, sont des conditions primordiales pour le 3e, la formation. Autrement dit, pour que le personnel scolaire soit à l'aise avec les équipements et les contenus numériques, il nous faut des équipements de qualité et des contenus adéquats, variés et adaptés, et de la formation. De la formation un peu à la manière des jeunes, autodidactes, de la formation continue et une formation développée sur une base collaborative. Plus le personnel scolaire se montrera à l'aise avec les supports technologiques ainsi qu'avec les contenus proposés, plus l'offre sera riche et variée. Voilà sommairement les grandes lignes de notre plan d'action. Voilà pour le comment. Et pour citer Thomas Edison, le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Et il nous reste ensemble le 99% du chemin à parcourir. Ce sont les actions que je viens de vous esquisser. Je termine en vous racontant une histoire, une petite histoire. Imaginez que votre nièce a des difficultés en mathématiques. Sauf qu'il y a un problème pratico-pratique, elle habite très loin de chez vous. Vous décidez quand même de lui venir en aide, disons, grâce au web. Les semaines et les mois passent. Chaque semaine, après le travail, un soir ou 2, vous trouvez un moment pour l'aider. Parfois, c'est en géométrie, d'autres fois, c'est en algèbre. Imaginons qu'elle a 13 ans. Ce sont des notions difficiles, mais accessibles pour vous. Imaginons que vous obteniez un succès retentissant avec votre nièce. Le bouche à oreille est tel que d'autres enfants et d'autres ados font appel à vos services. Puis tous veulent votre aide, puis vous ne vous résignez pas à dire non. Vous dites oui. Que faire? Après mûre réflexion, vous vous dites, la seule moyen d'y arriver, ce serait de déposer mes explications sur YouTube. Comme ça, je n'aurai pas à dire non. D'autres semaines et d'autres mois passent. Chaque semaine après le travail, un soir ou 2, vous trouvez un moment pour déposer un nouveau tutoriel sur YouTube. Vous le faites avec des moyens rudimentaires. Et pourtant, vos tutoriels connaissent un succès planétaire. Les commentaires positifs fusent de partout. Bill Gates entend parler de vous et vous offre une coupe de millions. Google aussi. Les plus grands journaux font des reportages sur vous. CNN aussi. Et puis, un beau soir, vous lâchez votre emploi, vous recrutez une dizaine d'allumés comme vous et vous fondez une sorte d'école virtuelle. En quelques semaines, le nombre de tutoriels disponibles explose. J'arrête ici, vous me voyez venir.
Cette histoire, je ne l'ai pas imaginée, c'est celle de Salman Khan. C'est l'histoire très réelle et toute récente d'un jeune diplômé universitaire qui a commencé par du tutorat à distance, qui offrait à sa cousine de 13 ans et qui a fini par la fondation de Khan Academy. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je disais que l'école sera de moins en moins le seul lieu d'apprentissage. Aujourd'hui, Khan Academy n'est disponible qu'en anglais et en espagnol. Quand elle le sera en français, je soupçonne que les élèves la découvriront avec leurs profs. Quant à Salman Khan, il exerce aujourd'hui un métier qui n'existait pas lorsqu'il était lui-même sur les bancs d'école. Pour ce faire, il utilise des technologies qui n'étaient pas encore inventées et il s'en sert pour résoudre un problème qui n'était même pas reconnu comme un problème. C'est dire comment aider aux devoirs de tous les enfants de la planète avec 11 personnes et un budget plus modeste que celui d'une école primaire de quartier. Les défis que nous avons à relever sont nombreux et nous allons les relever, un par un. Je le dis souvent, j'aime utiliser cette image, un éléphant, ça se mange à petite cuillère. Les défis que nous allons relever, ça se fera par des initiatives que nous ne connaissons pas encore et qui arriveront de lieux parfois inattendus, insoupçonnés. Je vous laisse avec une question. Hier, on parlait de l'intelligence de chacun de nos élèves. Aujourd'hui, on parle d'intelligence multiples, diverses. On dit que nos téléphones sont intelligents ou non. Demain, qu'est-ce qui sera intelligent? Le pupitre de nos élèves. Merci et bonne soirée.